Tour après Nicolas ce matin sur la table ronde liée au métier, à la formation, à mon tour d'essayer d'animer une table ronde, alors qui est en lien avec la commission, avec le bilan que vous venez d'avoir sur les moyens et la diffusion de la recherche, mais pas seulement, puisqu'on va aussi aller vers un autre type de diffusion, qui va être cette fois la médiatisation des données. Médiatiser les données archéologiques, c'est le terme général qu'on a retenu, mais vous allez voir que c'est très polysémique. Médiatiser, c'est les médias, c'est la médiatisation, c'est la médiation aussi, on peut le sous-entendre comme ça. C'est comme ça qu'on l'a conçu en tout cas. Et donc vous allez voir qu'on va essayer de travailler sur différents supports, différents médias, justement, et je pense que les invités si présents, que je vais m'empresser de présenter, auront beaucoup de choses à nous dire. Alors je vais justement essayer de vous présenter. Je vais faire ça dans l'ordre la plus proche au plus distant. Alors Clotilde Chamici. Bonjour. Clotilde, elle est vidéaste, elle est autrice, elle est diplômée d'archéologie. Elle publie une chaîne YouTube qui s'appelle Passé Sauvage, que je pense pas mal de monde ici connaissent, puisqu'il y a beaucoup d'abonnés. 160 000, j'ai noté. Sur laquelle il y a beaucoup de vidéos sur la vulgarisation en archéologie, en histoire et en anthropologie. Elle réalise aussi notamment Mission Archéo, une série documentaire soutenue par le Centre national du cinéma. Et tu viens de publier aussi plusieurs ouvrages récemment, donc La grande histoire du climat chez Robert Laffont, Archéologie chez Hachette et Des animaux plein la tête chez Actes Sud Jeunesse, et j'imagine qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Juste à côté, on a Marion Charlet. Bonjour Marion. Alors je retrouve mes notes. Hop. Marion, hop, j'y suis. Tu es archéologue de formation. Tu as fait des études à Aix-Marseille. Tu as découvert l'archéologie et tu l'as pratiquée au sein des collectivités territoriales. Et puis après plusieurs années, tu as été attiré par les métiers du livre. Et à partir de 2015, donc, tu t'es formé à la correction orthographique et typographique. Et puis, forte d'une expérience dans une entreprise, dans une structure d'édition, tu as monté ta propre maison d'édition en 2019. Les thématiques portant autour de l'archéologie, histoire de l'art, patrimoine. Voilà, on aura l'occasion encore de revenir dessus. Dans ta maison d'édition, il y a plusieurs types de lectorat. Je pense que tu en parleras peut-être, mais il y a plusieurs collections en tout cas, donc je te laisserai en parler si tu veux après. On peut citer parmi les ouvrages que j'ai pu noter moi, il y en a plein, mais j'ai noté dans les publications récentes Marseille et sa Major, dirigé par Jean Guyon, et puis aussi en 2022, et puis aussi l'autobiographie de Jean-Claude Golvin en 2023. Il y en a d'autres, mais voilà, je ne peux pas tous les citer. Et puis aussi, on peut noter que depuis 2024, depuis le début d'année, donc tu as repris en main l'édition de la revue L'Archéologue. Voilà, qui a plus de 30 ans d'existence, qui avait été créée par Frédéric Loncho. À côté, au milieu, vous avez Francis, Dieu l'a fait. Est-il utile de présenter Francis? Bien sûr qu'on va le présenter. Francis, il a une double casquette. Il est numismate et responsable de la communication. Chez Hades, il l'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à il y a encore quelques jours, mais je crois qu'il travaille encore. Il a encore beaucoup de choses à faire. Francis, toi, tu es titulaire d'un DEA il y a déjà quelques décennies, qui t'a amené à travailler sur de nombreux chantiers de fouilles et aussi à te former à la numismatique dans les années 80, notamment en travaillant sur l'étude du trésor d'Eos, qui a été publié et qui a remporté un grand prix au British Museum en 92. Tu fais donc des études numismatiques, mais tu es aussi responsable de la communication. Tu as aussi, en plus de ça, et tu vas nous en parler, tu as publié des ouvrages à destination des jeunes, de la tranche des 9-14 ans, notamment Le copain de l'archéologie, que je pense que pas mal de monde ici doit connaître, et puis un autre ouvrage aussi, Rome et l'Empire romain, un peu plus récemment. Tu es aussi co-réalisateur depuis 2017 d'une série de courts-métrages commandés par la DRAC Occitanie, qui s'appelle les cartes postales. Les cartes postales qui sont des documentaires, des reportages archéologiques d'une dizaine de minutes environ. J'imagine qu'on va en reparler aussi. Et tu as donc cette double casquette et je pense qu'on pourra en parler. Il y a des mots-clés qui commencent à sortir en vous présentant aussi. On va peut-être parler de vulgarisation, de médiation, de pédagogie et de communication au sens large. Donc je tends quelques perches, quelques mots-clés, et puis je pense que ça fera l'objet de discussions. À côté, avec un masque, malheureusement. Non, tu n'étais pas obligé
Bonjour Anne-Claire Misme, merci d'être présente. Anne-Claire, donc toi tu es responsable de la communication et de la médiation chez EVA. Tu as une formation d'archéologue en archéologie proche orientale à l'université de Strasbourg en lien avec Istanbul. Mais tu t'es aussi formé par la suite en valorisation du patrimoine à Paris et Poitiers. Tu as d'abord travaillé chez EVA comme médiatrice scientifique, puis au fur et à mesure des années, effectivement, les compétences se sont accrues. Tu développes depuis 10 ans des projets au plus proche du travail des collègues. Donc tu nous en parleras aussi, accueil du public, création de supports de vulgarisation, exposition temporaire, ateliers pour se mettre dans la peau des spécialistes, notamment. Et enfin, Stéphane Kowalczyk. Bonjour Stéphane. Toi tu es vidéaste autodidacte, et tu viens d'ailleurs d'une formation qui n'est pas celle d'un archéologue. Tu as une formation de départ dans l'agriculture. Et tu t'es donc reconverti. Peut-être que tu pourrais nous en parler aussi de ce parcours qui t'a amené à faire des documentaires, notamment sur l'archéologie. Tu as, dans la biographie que j'ai, qui est très longue, donc je ne peux pas la lire en entier, on voit bien que tu es intéressé par beaucoup de choses, passionné certainement de beaucoup de domaines. Et donc c'est certainement aussi ça qui serait intéressant à discuter, je pense, dans la manière de faire des documentaires. Justement, tu me disais que tu considères ton métier comme proche de celui d'un écrivain public audiovisuel. Donc ça sera aussi assez intéressant, je pense. On est aussi donc dans la pratique artistique, là, dans les différents arts qui permettent la diffusion et la communication en lien avec comme support l'archéologie. Tu as cofondé en 2022 avec Théophile Delavergne la chaîne YouTube Carnet de Fouilles qui commence à faire aussi son petit chemin avec de très jolis documentaires, très jolis reportages de fouilles, notamment des fouilles programmées. Voilà, ça m'a rappelé quelques souvenirs de retrouver quelques responsables de fouilles avec qui moi-même j'avais gratté et appris à gratter. Voilà pour les présentations, puis vous aurez l'occasion de discuter plus avant. Quand on a préparé cette table ronde, je parle beaucoup, mais après je vais vraiment laisser, je vous promets, tous les invités parler. Ce sera à eux de parler, je ne ferai que... Juste simplement pour cadrer un petit peu, on a beaucoup réfléchi, on a essayé de cadrer ensemble un petit peu, on s'est préparé quand même, et je vous ai glissé quelques mots-clés. On a proposé de diviser cette heure qu'on va passer ensemble sur ce sujet, cette table ronde, en deux grands thèmes, deux grands sujets. Du coup, ces deux grands sujets, on va peut-être les aborder comme ça un peu dans l'ordre, et on fera intervenir plus ou moins certains des invités, sachant que vous pourrez tous rebondir quand vous le souhaiterez. Le premier sujet, ce sera plutôt des questions finalement. La première question, c'est comment valoriser les découvertes et les pratiques des archéologues. Et le deuxième, ça sera plutôt comment traduire les découvertes et aussi comment traduire leur impact, l'impact de ces découvertes. Voilà. Alors je vous propose de commencer. On va aller sur le premier sujet, donc comment valoriser les découvertes et les pratiques. Et pour commencer, on va écouter Francis, Dieu l'a fait. Peut-être. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, pour commencer, j'ai choisi de retenir 4 mots-clés, 4 concepts, et j'ai décidé de les mettre en situation dans un fil rouge qui me tient à cœur, qui est une pratique que certains d'entre vous ont déjà pratiquée, qui est la visite de chantier de fouilles en activité, donc dans le cadre de journées portes ouvertes, journée du patrimoine, journée de l'archéo ou autre. Le premier de ces mots-clés, c'est scénarisation. Alors scénarisation, dans un ouvrage, dans un film, on voit bien ce que c'est. Il y a le synopsis, il y a le scénario. Pour un livre, on comprend bien qu'il y a une introduction, un développement, une conclusion. Pour un chantier de fouilles, il y a des choses assez similaires. On commence par un sas, on accueille le public, qui est de tout niveau, de tous âges, et on va lui dire, voilà, ici, il n'y a pas de momie égyptienne, il n'y a pas de Diplodocus ou autre, et il n'y a pas d'Indiana Jones, mais vous allez aller dans le passé. Et on a mis en place, avec le responsable d'opération, ou moi-même lorsque j'étais tout seul sur mes chantiers, un parcours scénarisé avec des spots. Ces spots sont des points remarquables où on va à chaque fois arrêter le groupe et discuter de certaines choses. Donc cette scénarisation a un point d'entrée, l'accueil, un point de départ où on questionnera le visiteur sur ce qu'il a retenu, appris et d'éventuelles questions. Le deuxième mot-clé, c'est peut-être médiatisation. Tout au long du trajet que vous allez faire avec ce groupe, vous allez être un médiateur. Et le médiateur, l'origine, c'est la même que pour médium. C'est celui qui est entre deux mondes. Il y a deux temporalités. Le présent, le groupe avec qui vous êtes,
et le passé, puisque vous allez parler des personnes qui ont vécu sur ce site-là autrefois. Et vous êtes aussi un médiateur avec des interlocuteurs différents, les archéologues qui pratiquent leur métier et ce groupe qui vient découvrir ces activités. Donc la médiation, à ce moment-là, c'est simplement expliquer ce qui a pu se passer sur son chantier et dans le passé avec ce qu'on présente sur les différents spots. Donc la médiation, c'est une histoire qu'on raconte. Et puis arrive le troisième mot-clé qui est la vulgarisation. Je vais vite, hein, c'est pour ça que ça me peut-être un peu haché. Le troisième mot-clé, c'est la vulgarisation. La vulgarisation, c'est transmettre un savoir particulier. Alors par exemple, pour moi qui suis numismate, c'est on a trouvé une pièce de monnaie. Donc en médiation, je dis voilà, c'est une pièce de monnaie, elle représente peut-être des échanges commerciaux, elle permet éventuellement de dater les niveaux archéologiques, et j'en reste là. Si je vais vers la vulgarisation, je vais expliquer comment on frappe une pièce de monnaie. Est-ce que ça date vraiment une couche archéologique? Quand est-ce que ça circule? Est-ce qu'une monnaie romaine est vraiment de l'époque romaine ou est-ce qu'elle peut aller jusqu'au Moyen-Âge? Etc. Et on peut parfois bénéficier de découvertes un petit peu exceptionnelles. Par exemple, si vous avez une sépulture sur ce chantier en question, vous allez un petit peu faire une petite mise en scène un peu à la Sherlock Holmes. C'est-à-dire que la veille, vous êtes entretenu avec l'anthropologue sur vraiment tout ce qu'il y avait à appréhender sur cet inhumé. Et puis le lendemain, quand vous arrivez, vous faites un grand sourire devant votre groupe de 20 personnes et vous lui dites, voilà, vous êtes devant la sépulture d'une jeune femme âgée d'une trentaine d'années, décédée au XIVe siècle d'une tuberculose. Et là, vous avez les gens, évidemment, qui vous regardent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Et vous faites de la vulgarisation en essayant d'utiliser le quatrième concept qui me tient à cœur, qui est la grille d'interprétation, la grille de lecture. Comment, à partir de tel et tel indice sérieux, on peut arriver à expliquer ce que l'on voit. C'est assez facile pour certaines activités. Je pense par exemple en archéologie du bâti, une porte bouchée, une fenêtre ouverte, des murs qui se coupent, etc. Et vous avez gagné, de mon point de vue, si au sortir de la visite, le savoir que vous avez transmis peut être réutilisé ailleurs. C'est-à-dire qu'un gamin qui repasse devant une façade d'une maison en ville, ah tiens, papa, tu vois, cette fenêtre, elle a été bouchée après l'ouverture de cette porte, etc. Vous avez transmis quelque chose. Et c'est ça qui me tient à cœur dans ce que je fais. Voilà. Merci Francis. Oui, c'est moi je trouve il y a une part aussi donc pédagogique dans ton métier qui me semble assez intéressante. Peut-être avant n'hésitez pas à prendre le micro si vous avez des remarques par rapport à ce que disait Francis. Moi, je voudrais juste rebondir. Effectivement, et peut-être qu'on viendra tout à l'heure dessus, tu évites le sensationnalisme, mais tu dois quand même avoir un petit choc. Il faut quelque chose de l'ordre du cette femme est morte de la tuberculose. Oui, disons que je reprends un petit peu la méthode hypothético-déductive de Sherlock Holmes. Il était grand, il marchait vite, il était lourd. Il explique avec la longueur des pas, la profondeur des empreintes dans le sol, etc. Mais évidemment, il faut éviter de raconter des histoires. On raconte une histoire, mais une histoire vraie, valide et prouvée par les scientifiques qui vous l'ont expliqué. Nous, on ne fait que retransmettre une information à un public avide. Je veux dire, on a un métier, oui, même si je suis à la retraite, on a un métier qui n'est pas clivant. Tout le monde a envie qu'on lui parle de l'archéo. Et je pense aux vidéos que fait Clotilde, elle a à peu près, à mon sens, un peu la même démarche quand elle fait un discours médiatique qui va expliquer la population en Islande et qu'elle va revenir après sur de la vulgarisation pour expliquer comment, à partir de certaines strates de cendres volcaniques, on arrive à dater précisément. Voilà, il y a les deux niveaux et je pense qu'ils sont importants, ils doivent s'inscrire dans une histoire. Quand les gens vont voir Indiana Jones, c'est une histoire, mais ils attendent qu'arriver sur leur chantier, on en rencontre une autre. Voilà, c'est mon point de vue. Peut-être Clotilde, un petit commentaire dessus Moi, dans mon travail avec mon équipe, je ne suis pas toute seule. C'est pas parce qu'on voit que mon visage sur la chaîne que je fais tout toute seule. Non, il y a 4-5 personnes avec moi. On commence justement quand on fait des documentaires sur les chantiers, donc cette fameuse série qui s'appelle Mission Archéo. Là, on commence à justement utiliser la mythologie pour apprendre au public à bien faire la distinction entre la fiction et le documentaire. Donc là, par exemple, ce qu'on va sortir, ça va être une visite de chantier. Et à l'intérieur, il y aura mon technicien Perchman, technicien son,
qui mène une quête du Graal personnel, qui est une quête perdue d'avance, mais qui est bien dissociée, c'est-à-dire que par des principes de montage, il y aura la partie documentaire scientifique avec les archéologues, et puis une partie fiction avec du matériel qui marche mal, qui fait entendre des voix. Voilà. On peut faire beaucoup de choses, mais le principe, c'est de toujours vulgariser finalement la part de fiction et la part de documentaire. Voilà, ça c'est le travail constant. Okay. Merci. Peut-être que Anne-Claire, du coup, on pourrait passer à ta vision, à ta réponse à cette question, si tu veux bien. Moi, je plussois complètement à tout ce qu'a pu dire Francis jusque-là, puisque en tant que médiatrice également, très liée à l'archéologie préventive, on a cette même démarche de médiation directe, de porte ouverte sur les chantiers, de transmettre, effectivement, d'être là en lien, comme tu l'as dit, médiation, en lien entre les connaissances scientifiques, l'histoire, et puis ces gens qui viennent avec une grande appétence, des idées des fois un petit peu... voilà, mais il faut savoir s'appuyer dessus et sans raconter l'histoire. Donc c'est vrai que pour moi, la médiation directe, c'est un des premiers médias, une première manière de médiatiser les données archéologiques. On a en plus, dans notre escarcelle, la possibilité d'aller sur d'autres supports qu'on va appeler de la médiation indirecte, les panneaux, les dépliants, voire les expositions, même quand on arrive, une fois le rapport rendu, une fois les données un petit peu stabilisées. Là, ça pose d'autres questions, puisque justement, on n'a plus le public en face. On ne peut plus questionner et vérifier qu'il est bien resté avec nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on l'embarque, qu'on transmet les bonnes informations? Donc, il y a tout un travail d'écriture. On en vient à cette notion de scénographie. On en parlera aussi certainement avec Marion tout à l'heure sur la manière de présenter les choses. Et pour moi, il y a aussi, à notre échelle, la question, en tout cas pour les panneaux, les dépliants, de est-ce que cette médiation va toucher son public? Dans quelle mesure je suis sûre que mon dépliant va être lu? Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Par ailleurs, on travaille, donc là on parle plutôt de l'archéologie liée à des découvertes en cours, l'archéologie préventive en l'occurrence, mais voilà, en tout cas la recherche est en train de se faire. Mais par ailleurs, on travaille également en médiation EVA sur ce qui va être la médiation, la présentation de l'archéologie dans sa globalité. Qu'est-ce que c'est que fouiller? Est-ce que c'est trouver des objets? Eh bien non. Quels sont les métiers de l'archéologie? Parce qu'on a encore effectivement cette image du l'archéologue fouille sur son site. L'archéologue tout seul, il ne ferait pas grand-chose. Il a une équipe. Et donc, c'est les archéologues. Et au sein de l'équipe des archéologues d'un chantier, c'est plusieurs profils qui vont devenir complémentaires. Donc, on a aussi développé toute une série de modules, de ressources, d'ateliers pour intervenir dans les classes, pour pouvoir intervenir sur de grands événements, avec des supports divers et variés. Là-haut, vous voyez une maquette Lego, une maquette Playmobil, pour arriver à dialoguer selon un vocabulaire commun et pouvoir parler globalement des différents métiers. Et intéressant, on parlait sur la première table ronde de la formation des étudiants. On a, nous, toute une série de supports qui sont là justement pour présenter les métiers, parce qu'au final, encore une fois, l'archéologie, c'est bien. Et moi, la première, j'ai fait des études d'archéologie, mais je savais que je ne voulais pas être archéologue sur le terrain. Par contre, c'est un milieu qui me fascine, et donc c'est trouver dans le panel des métiers qui existent lequel sera celui qui permet d'allier tous nos centres d'intérêt. Donc on a aussi tout ce volet de médiation globale. Et enfin, dans les derniers médias auxquels moi je pense à notre échelle, on a tout ce qui relève de la presse, des réseaux sociaux, de la vidéo. Alors ça, après, selon les opérateurs, on est plus ou moins amené à pouvoir le développer ou pas. Ça demande des compétences, ça demande du temps. Ça pose d'autres questions, mais ça nous permet aussi de diffuser un certain nombre d'éléments de nos résultats, de la recherche. Et l'idée aussi, c'est d'arriver à tisser des liens après avec d'autres structures pour pouvoir justement, quand nous, on n'est pas organe de presse. Par contre, faire un communiqué pour qu'il soit relayé, ça, on peut le faire. On a des réseaux sociaux. Après, il y a d'autres chaînes, d'autres personnes qui peuvent aussi relayer ça. Et donc, c'est dans quelle mesure on arrive à créer notre espace, mais en plus peut-être tisser d'autres liens et aller plus loin. Voilà dans les grandes lignes. Merci Anne-Claire. Du coup, je me permets de rebondir, et puis aussi c'est pour, n'hésitez pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Moi, ça m'évoque donc plusieurs choses. Tu l'as évoqué, et puis c'est peut-être des perches encore, mais il y a les temps de la communication. Il y a plusieurs temps. Il y a c'est le travail en train de se faire, la découverte en train de se faire. Donc il y a le terrain, il y a la post-fouille, il y a les résultats, les communications.
J'imagine que les supports aussi doivent s'adapter. Et puis les publics aussi sont différents. Donc tu l'as évoqué aussi, adapter le support au public et aussi cette périodicité, cette temporisation de la communication. Complètement, parce que c'est vrai que voilà, on apprécie toujours les moments de porte ouverte sur les chantiers où les gens viennent, ils ont une appétence à vouloir découvrir ce qu'on est en train de découvrir. Donc là, c'est souvent des moments de partage qui sont chouettes. Passer la phase de terrain, c'est le grand désert de la post-fouille, on est invisibilisé. Donc comment est-ce qu'on fait savoir ce qui se passe sur ces moments-là et comment on valorise 2 années plus tard les résultats de ces recherches, sachant que globalement les gens sont passés à autre chose. Là où on a fouillé, le bâtiment a déjà été construit, donc bref, c'est effacé. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir, pendant la post-fouille, trouver d'autres moyens de communiquer? Et effectivement, une fois qu'on a le rapport est rendu, qu'on a les données, qu'est-ce qu'on peut monter comme projet? Alors, il y a des communes avec lesquelles on peut monter des expositions, on peut monter des conférences, des ateliers, qui sont des temps de restitution à la population. Mais c'est vrai que c'est un levier qui est difficile à actionner, parce que malheureusement, le temps a coulé. Et puis se pose aussi après la question du financement de cette médiation, qui n'est pas du tout prise en compte dans le cadre de la loi du patrimoine, puisque l'archéologie préventive, voilà, le financement est fait pour la recherche et la rédaction du rapport scientifique, la diffusion scientifique des données. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en termes de médiation? Comment est-ce qu'on organise ça? C'est une autre question. Voilà, je tends une autre perche. Il y a aussi ce qui est communicable et ce qui ne l'est pas, en fonction de certaines autorisations. J'imagine que... Ça peut l'être, mais le problème se pose surtout sur la phase de terrain, où là, on peut avoir effectivement des sites sensibles, quand on a des nécropoles, quand on a ce genre de choses, où on peut être assez restreint sur la communication au moment de la fouille. Une fois la phase de fouille terminée, on n'a plus tellement de restrictions, elles sont très à la marge. Ça peut arriver avec certains aménageurs sur certains projets politiques ou complexes, mais c'est globalement très marginal. Par contre, effectivement, ça peut être le cas sur la phase de terrain, ce qui peut nous empêcher de faire de la médiation directe à ce moment-là. Après, du coup, il y a d'autres pistes qu'il faut évoquer. Nous, on commence à travailler aussi sur tout ce qui va être sensibilisation au pillage, parce que clairement, en tant qu'archéologue, en tant que médiateur, on ne va pas changer la mentalité d'un pilleur. Peu d'espoir là-dessus. Par contre, on peut sensibiliser les autres personnes autour qui pourront être autant de personnes vigilantes, de gardiens de tout ça. Donc voilà, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Il y a la médiation de la donnée et puis il y a aussi ce qui se fait autour. Il y a les usages sociaux de l'archéologie aussi. Marion, est-ce que tu veux rebondir peut-être? Oui, voilà, je voulais rebondir parce qu'effectivement, pour le coup, la presse donne aussi une temporalité à la recherche. Et on demande dans la presse finalement d'avoir des données assez rapidement quand on commence, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que moi, en tant que presse papier, j'ai aussi envie d'avoir ce retour aussi rapide pour pouvoir continuer à partager cette information auprès du lectorat, qui se compose de professionnels. Donc pour les professionnels de l'archéologie qui lisent la revue, c'est intéressant d'avoir aussi cette temporalité, cette donnée, tel collègue fait ça en ce moment, etc., à suivre ou pas. Et effectivement, pour un lectorat non professionnel, mais curieux ou passionné ou soutenu, c'est intéressant aussi de pouvoir retrouver dans son magazine, dans son abonnement, ce qu'il a vu en bref déjà sur les réseaux sociaux, etc. Donc, pour le coup, la presse répond tout à fait à cette demande d'immédiateté, me semble-t-il, dans la médiation. J'imagine qu'on reparlera aussi dans la demi-heure qui vient des réseaux sociaux, peut-être. Donc ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous avez un commentaire, peut-être, les autres ou... Ouais, Stéphane? Alors, avant, en carnet de fouilles, j'ai eu l'occasion de faire des films de commande pour l'INRAP, par exemple, les petits films qu'on voit. À Narbonne, à côté du musée Narbovia, à Aléria, la fouille des tombes étrusques. J'avais fait aussi un film, ce qu'on appelle un film de commande, c'est-à-dire que là, l'opérateur commande un film et donc on répond à la commande, quoi. Et dans ces films de l'INRAP, en fait, il y a un cahier des charges. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte des agents de l'imagerie, quoi. Donc il y a un cahier des charges, on fait quelque chose qui est très formaté. Alors ça peut avoir des avantages, parce qu'au fond,
Après, il y a une certaine cohérence dans tous ces films où on donne la date, la chronologie, qu'est-ce qu'on a trouvé, etc., quoi. L'inconvénient que je vois là-dedans, c'est que comme c'est de la com, ça m'a toujours fait rire, c'est que c'est toujours... Les archéologues ont fait des découvertes exceptionnelles, quoi. Bon, qu'au bout d'un moment, tout est exceptionnel, donc on ne sait plus ce qui est exceptionnel de ce qui ne l'est pas, quoi. Donc, j'ai pensé un peu, j'ai fait le tour, c'est justement comment médiatiser par l'audiovisuel les découvertes. Bon, bah, ce que fait l'INRAP, c'est quand même pas mal, quoi. J'ai regardé tous les adhérents de la FEMAP. Bon, bah, les films, c'est un peu difficile de faire autrement, quoi, parce que pour ce qui concerne le film de commande. Et après, il y a un autre champ qui est plutôt une collaboration, ce que fait Clotilde, je pense, c'est-à-dire, moi, je me pose la question, comment filmer l'archéologie ? Vous voyez, c'est cette question-là qui m'intéresse. Moins la question de faire un film publicitaire, un film de promotion, un assemblage de données qui ont été faites, qui sont formatées. Voilà, c'est comment... parce que l'archéologie enregistre, souvent elle détruit, vous le savez mieux que moi, elle enregistre, elle documente son travail, sa destruction. Et moi, par analogie, quand je filme, je me considère un peu comme un archéologue, en quelque sorte. C'est-à-dire, moi, je filme l'archéologue en train de fouiller, et j'essaie d'enregistrer... de documenter en fait d'une manière... C'est de la sauvegarde aussi comme on fait nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler sur des archives qui ont été découvertes, sauvées par Yannick Le Guillou, sur les préhistoriens, les premiers fouilleurs, et c'est absolument magnifique. Alors évidemment, vu les techniques qu'ils avaient à l'époque, ils étaient obligés d'éclairer énormément, de mettre en scène. Les premiers documentaires, pour des raisons techniques, on était obligés de mettre en scène. Mais aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes techniques. Enfin, on les a beaucoup moins, quoi. Et pourtant, la grosse production des films d'archéologie, je parle de la production de télé, met en scène l'archéologie. Donc produit des gestes faux, puisque les archéologues ne sont pas des acteurs. Ils sont acteurs de leur propre vie, mais ce n'est pas des acteurs. Il y en a peut-être certains qui sont acteurs. Donc on met en scène parce que le primat, on le met sur la commande de la télévision. Et donc on produit tout un corpus d'images qui sont fausses. Alors dans le détail, on ne le voit pas, mais c'est un peu des gestes. Et puis je parle pas de la. Je veux dire par là, je critique pas, mais je fais juste le constat. Puis après, il y a le propos aussi, comment il est monté, etc. Oui, alors c'est vrai qu'on aura l'occasion de reparler à nouveau dans le deuxième sujet, mais c'était très bien d'en parler là parce que ça évoque... tu n'étais pas loin de la question du sensationnalisme, du sujet un peu qui accroche aussi, de la commande. Et en même temps, il y a effectivement le reportage, il y a le film, et on va pouvoir reparler de tout ça aussi. Peut-être on va revenir avec Marion sur la question de l'édition, de la presse écrite, mais au sens éditorial et non pas presse quotidienne, régionale ou autre. D'ailleurs, on pourrait parler aussi de ça, de la presse, on en a parlé un petit peu, mais là on va aller plutôt sur la maison d'édition, et donc si tu peux nous donner un peu ton point de vue et ton expérience là-dessus, sur la médiatisation en général des données. Oui, j'avoue que tu me coinces un peu. Je n'avais pas prévu particulièrement de parler de la maison d'édition, mais on peut tout à fait. En fait, on peut surtout parce que finalement, c'est la même démarche pour moi. Donc, tu l'as dit, c'est une maison d'édition que j'ai créée en 2019 avec mon bagage d'archéologue et aussi mon carnet d'adresses aussi. Et donc, très vite, j'ai travaillé avec des gens comme Andreas Hartmann, qui a été le premier d'ailleurs à me suivre dans cette aventure comme auteur, qui était mon prof à la fac et maintenant auteur. Et puis ensuite, Jean-Claude Golvin aussi m'a fait l'amitié de me soutenir aussi dans la maison d'édition. Donc, évidemment, quand on parle de Jean-Claude Golvin, on pense tout de suite... avec son énorme travail sur la restitution, on pense aussi à comment communiquer, comment on fait cette médiation, comment on fait des choix, etc. Donc ça, c'est aussi un sujet peut-être, je ne sais pas si on peut le développer là tout de suite, mais ou en tout cas poursuivre déjà sur la démarche de la maison d'édition. Et puis, en tout cas, parce que je poursuis sur la maison d'édition, parce que l'idée que j'avais avec cette maison d'édition, tout de suite,
c'était de travailler avec des archéologues en place qui sont dans des programmes de recherche, qui font beaucoup de programmés, mais aussi de l'archéologie préventive, et de sortir du schéma de la publication scientifique, tout en ayant effectivement énormément de contenu. Alors là, je ne vous ai pas mis de photos des livres qu'on fait, mais tu as évoqué Marseille et sa major sous la direction de Jean Guyon, avec Marc Bouiron, avec des gens de l'INRAP aussi, avec Jean-Claude Golvin notamment, enfin voilà, en fait, tous les livres que je fais, on est entre 15 et 30 auteurs. Donc déjà, ça, en termes de médiation, c'est très compliqué. La médiation entre les auteurs aussi, parfois. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait, dans les textes, il faut qu'il y ait une continuité d'écriture aussi. Et puis, avec parfois des textes qui arrivent tout faits, et où chaque auteur prend son texte comme un unicum, en fait, un texte unique. Oui, comme un article académique, alors qu'on n'est pas dans le même alors lectorat. Que moi, parfois un peu dans la douleur, mais finalement, ça se fait toujours bien. Tout le monde est habitué à mes petits commentaires en magenta, dans les marges. Mes questions aussi, volontairement, parfois provocatrices pour faire réagir, ou mes réécritures partielles. Alors, le fait que je sois une ex-archéologue, je pense, me donne un avantage, c'est-à-dire que le fait de la nuance qui est exprimée par l'auteur est conservée, toujours. Enfin, là, je suis très, très vigilante là-dessus. Et puis, aussi, à côté de ça, l'appui aux illustrations, évidemment, qui est très importante aussi dans les ouvrages que j'essaie de faire avec la maison d'édition. Donc, vraiment, c'est la médiation entre les auteurs, qui sont tous archéologues, ou professionnels du patrimoine, ou éventuellement architectes, mais majoritairement archéologues, et puis cette médiation qui va amener, valoriser leur travail pour amener ce travail-là vers un lectorat un peu plus élargi, et donc sans édulcorer les textes, bien évidemment, mais en prenant appui, en laissant vraiment une grande part belle aux illustrations, à la photo, pour moi essentiel, parce que c'est le premier geste en librairie, hein, c'est la photo. Est-ce que tu peux en parler un peu plus justement de cette recherche sur la qualité photographique et la qualité de l'image? Comme ça, on a aussi un enjeu commun. Ça peut être intéressant de parler de la photo, de la qualité photo, parce que en tant qu'archéologue, je fais une petite parenthèse, on est photographe en archéologie. Moi, je suis un mauvais photographe en archéologie. Je l'ai fait avec des appareils numériques. J'ai pas appris à faire des photos. Donc, je fais les photos. Voilà, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. On a quelques collègues qui sont très forts en photo, qui connaissent qui sont formés à ça. Mais finalement, on n'est pas formé à faire de la belle photo. Donc, j'imagine que ça manque parfois dans certains articles en préparation. Il manque. Voilà. Alors, c'est là que je vais du coup refaire un petit virage vers la revue, puisqu'effectivement, le point commun entre les livres, qui sont des projets longs, hein, des fois de 2 ans, 3 ans, c'est des projets très longs. Quand on doit accorder une petite trentaine d'auteurs, il y a tous les temps de relecture, il y a la maturation aussi sur un long projet. C'est-à-dire que moi, sur le livre, je dois avoir aussi, dès le départ, une espèce de couleur que je vais devoir vite ressentir à la lecture du manuscrit. Et cette couleur au sens premier, hein, la couleur du livre, tout de suite dans le livre, en fait, je crée un photo. Donc la photo de page intermédiaire, effectivement, la question, par exemple, des pleines pages. Donc c'est vrai que... En fait, c'est très inégal, les photos que je reçois, en fonction des auteurs, en fonction aussi un peu de leur expérience, hein, bien évidemment, ou de leur intérêt aussi, de la projection dont eux-mêmes vont... La manière dont ils vont se projeter dans ce que je vais faire de leur article, de leur matière. C'est assez inégal. Et donc, généralement, je les harcèle pour avoir, par exemple, des photos. Alors... Ce lien-là, cette tribune que vous m'offrez, elle est super pour moi parce que ça permet aussi de donner plein de messages. Notamment, pensez, quand vous voulez avoir une photo que vous estimez qu'elle mérite une pleine page,
dont vous êtes fiers. Donc là, par exemple, une photo ça me revient pas là comme ça, l'article de Samuel Desouters, donc l'INRAP. Pensez par exemple au fond perdu. Quand vous cadrez, voilà, moi j'ai besoin d'une photo avec 5 mm de marge de tous les côtés qui ne se verra pas, voilà, donc ce genre de choses. Donc il y a plein comme ça d'allers-retours. Alors après, il y a aussi ce qui revient, moi, de mon travail, mais ça évite des déceptions quand ce sont des données qui sont prises en amont. Par exemple, pour l'édition papier, donc ce sont des photos en 300 dpi, donc c'est un petit réglage à faire. Réglage que moi je fais, de toute façon, c'est mon travail quand je fais la photogravure, c'est le travail que je fais tout de suite quand je réceptionne les photos, donc je passe tout en 300 dpi. Mais en 300 dpi, parfois, on se retrouve avec des timbres post, voilà, donc on perd de la donnée, puis ça n'a aucun intérêt pour tout le monde. Donc c'est ce genre de choses. Le passage aussi en presse papier, c'est le format de colorimétrie, c'est la CMJN, contrairement aux publications numériques où on reste en RVB. Donc je pense que, alors CMJN, on va faire un petit peu de... On ne va pas partir sur nos prérequis, ce serait contre-productif. Mais CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir, donc qui est nécessaire en fait aux presses. Donc on fonctionne par passage de rouleau d'ancrage pour obtenir la bonne couleur, alors que dans le numérique, on est sur beaucoup plus de pixels, et là on est sur le RVB, donc qui est généralement en plus le mode par défaut des appareils photo, y compris téléphone photo, qui aujourd'hui sont très performants. On peut publier des photos qui sont sorties d'un téléphone, mais le réglage par défaut, c'est RVB. Ce qui, du coup, veut dire, par exemple, quand on veut publier un modèle 3D en photogrammétrie, avec des couleurs magnifiques à l'écran en RVB, parce que les auteurs envoient une photo RVB. Donc c'est par exemple un des articles du prochain numéro à paraître au mois de décembre, donc avec un très bel article de Marc Panot. On a des couleurs RVB, alors c'est magnifique, c'est turquoise, c'est vert fluo, etc. Mais passé en CMJN, voilà, ça emploie. Bon, bref, voilà, c'est toutes ces petites considérations aussi sur la photo. Je crois que Francis, d'ailleurs, avait peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. En fait, une question à poser à Clotilde et à Marion. Quand je fais une visite de chantier, j'ai en face de moi un groupe, donc je vois comment il réagit. Je vois l'âge, je vois s'il y a des retraités. On peut se retrouver avec des surprises. Il m'est arrivé, par exemple, sur un chantier, de m'entendre dire que le chien qu'on est en train de fouiller, il s'appelait Rex, il avait été enterré par le garde-barrière il y a 20 ans. Donc on peut réagir en temps direct. Vous n'avez pas votre public. Donc quel est le discours médian que vous choisissez? Quels sont les mots choisis que vous utilisez? Quel est le niveau de langage que vous employez? Est-ce que vous partez avec un a priori du niveau de culture de vos lecteurs et spectateurs, ou est-ce que c'est un pari? Enfin, je suis assez curieux. Francis, c'est une super transition pour le sujet 2. Comment traduire nos découvertes avec une transition, bien sûr, par Marion, pour aller vers... Bien sûr, super. Pour répondre effectivement la question du public, donc de toute façon, moi, les textes, je ne les retouche pas, très peu. Voilà. Donc on ne change pas les mots techniques. En revanche, il y a l'éthique de langage. C'est vrai que les opérateurs d'archéologie sont habitués à la rédaction des rapports de fouilles. Donc il y a des langages stéréotypés, complètement. C'est plus qu'un jargon, c'est vraiment stéréotypé. Donc là, on en discute. Voilà. Après, la presse, ça va très très vite. Donc il n'y a pas 3-4 allers-retours comme pour les livres. Et après, sur la question du lectorat, alors moi, il y a toute une part du lectorat que je ne vois pas du tout, pour tout ce qui est vente en presse, maison de la presse, relais, kiosque, etc. Ça, je n'ai pas connaissance, sauf par oui dire.
J'apprends par exemple qu'il y a des archéologues qui tiennent absolument à acheter en kiosque, mais c'est bien, c'est super. Voilà, donc, en tout cas, c'est un lectorat qui est très mêlé en kiosque, et ça, je n'ai pas le détail. Je vois les abonnés, qui est aussi très, très mêlé. Donc, il y a des collectivités, médiathèques, services archéo, voilà, il y a des professionnels, CNRS, universités, qui font des abonnements à titre personnel. Donc voilà, il y a une part importante de professionnels. Et puis ensuite, il y a des gens lambda qui m'envoient régulièrement des petits mots. On a adoré telle photo, l'article était super. Donc là, on sent bien que c'est des gens qui vont porter un autre regard aux articles. Et tout ça pour dire, oui, et donc il y a un outil qui est assez sympa, c'est de faire de la pub sur Facebook, parce que là, on a les clics par tranche de population. Oui. Voilà, donc voilà aussi comment j'arrive à déterminer le lectorat. On a Et les surtout ce qu'il indicateurs, faut ouais. faire pour le développer. Ouais. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler un petit peu après, ou peut-être maintenant, à voir. Ouais, je veux Clotilde, bien si tu répondre, veux. parce qu'après, je ne vais plus me souvenir des... Allez. de fil de la discussion. Moi, je suis en contact quasi immédiat avec le public qui regarde une vidéo, puisqu'il y a la section commentaires sous toutes les vidéos YouTube, sous tous les réseaux. Et donc, c'est très simple. Dès qu'une vidéo est publiée, dans la première heure, il y a plusieurs centaines de messages. Je les lis tous. Je ne réponds pas à tous. Bon, c'est très chronophage. Mais donc, j'ai une idée assez précise de la réception du contenu. YouTube, si on va sur YouTube, c'est pas parce qu'on aime YouTube, c'est parce que c'est la plateforme la plus performante au niveau technique et la plus performante pour avoir justement une idée de qui regarde quand. Moi, je sais si c'est plutôt des hommes, des femmes, quels âges ils ont. Et donc, il y a par exemple une donnée qui est assez triste, mais c'est comme ça, j'arrive pas du tout à renverser les choses. J'ai 87% d'hommes qui regardent ce que je produis depuis 8 ans. Et c'est stable. Et c'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans en grande majorité. Et ensuite, c'est du 40-60. Je n'ai pas du tout de jeunes, enfin de très jeunes, en dessous de 20. Ils sont sur TikTok, peut-être ? Ouais, il y a 20% des vues de YouTube qui sont partis sur TikTok. Bon, après, ça risque de changer parce que la loi française va vachement limiter ça. Mais donc, c'est un constat, c'est-à-dire que c'est majoritairement des hommes qui s'intéressent à l'archéologie, à l'histoire, alors que quand on est dans les universités, dans les amphis, il y a surtout des étudiantes, dont j'ai fait partie. Et moi, ça a été un moteur quand j'ai décidé de ne pas faire de la recherche, mais d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est parce que, en tant que consommatrice, je ne voyais que des hommes qui parlaient d'histoire, surtout d'histoire. L'archéologie n'était quasiment pas présente sur YouTube. Et je me suis dit, il y a peut-être une place à prendre. Et de fait, oui, ça a fonctionné. Mais il n'y a pas de public féminin. Donc, et ensuite, comment dire, le rapport que j'ai avec ce que le public écrit du contenu, les gens globalement sont contents de ce qu'on leur propose, mais parce que on ne produit pas ce qu'ils attendent ou ce qu'ils pensent qu'ils aimeraient voir. On produit ce qu'on, moi, j'aimerais voir. Parce que la chaîne, je l'ai lancée après justement des expériences sur des chantiers où la télé venait et nous demandait de lâcher la truelle pendant toute une journée, de passer à l'éponge ou à la brosse à dents, de faire semblant de fouiller. Et ça m'est resté. Et il y a 3 ans, je me suis dit, un peu comme toi, est-ce qu'on peut filmer l'archéologie telle qu'on la connaît, telle qu'elle se fait réellement ? Et oui, parce qu'en fait, le seul problème pour une équipe technique, pour une équipe de cinéma, c'est le même problème que pour les archéologues, c'est la pluie. Le vent, on a des bonnettes, on a le mixage qui nous permet d'enlever les bruits de truelle. On a fait tout un épisode à la Grande Rivoire dans le Vercors où il faut y aller à l'aspirateur. C'est audible, c'est agréable à écouter, il n'y a pas de problème, c'est même drôle. Enfin, voilà, toute contrainte peut être aussi une source de créativité. Donc, voilà.
Et par rapport à la traduction, peut-être ou alors on peut parler peut-être de la... On a deux pistes là. Je vous laisse un peu le choix. On a cette question peut-être de la traduction des résultats, mais voilà, je vois qu'on est en train plutôt de partir peut-être sur le film. Donc peut-être on peut rester sur le film et puis on verra si on peut revenir à la fin sur la question de la traduction au grand public via la publication. Peut-être que du coup, voilà, soit Clotilde, soit peut-être pour faire le relais, Stéphane, tu aurais peut-être des choses à nous dire sur le film archéologique au sens large. Je voulais dire un mot sur les photos, mais c'est un peu la suite de ce qui... c'est que, justement, ça m'intéresse. Moi, souvent, quand je filme sur un site, je pose la question comment tu fais ta photo? Ça m'intéresse de savoir comment l'archéologue prend sa photo. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Parce que, à un moment donné, il faut choisir. On a sa caméra ou son appareil photo. Il faut choisir un morceau du monde. Quoique maintenant, il y a les trucs en 3D, enfin 360 degrés, mais il faut choisir un morceau du monde. Et on voit bien que les archéologues, ils font des photos, en tout cas dans leur métier, scientifiques. Et donc se pose la question du cadre, mais surtout des contours. C'est-à-dire, jusqu'où va la photo? Par exemple, pour l'édition, il faut laisser du bord parce qu'on va mettre du titre dedans. Pour l'archéologie, c'est quand même une science de la contextualisation des choses. Donc c'est pareil, une photo, il faut qu'il y ait un contexte, quel bord on met. Puis pour avoir filmé beaucoup de chantiers de fouilles de la préhistoire qui font du carvoyage, enfin je ne vais pas vous apprendre ça, quoi. Donc c'est un découpage en carré d'un bout de territoire, quoi. Donc on photographie par carré, etc. Et donc cette question, ça veut dire qu'il y a une question de formation des archéologues, mais je pense qu'elle est faite. Mais je pense aussi qu'il y a une question des gens qui filment l'archéologie. Parce que, par exemple, les couches archéologiques, si on n'a jamais été sur un chantier de fouilles et que, on voit l'archéologue en train de fouiller, quelle couche il fouille, il est où, où sont les contours, quoi. Qu'est-ce que la caméra filme, où sont les contours? Parce que faire de l'esthétique, ça, c'est ce que j'appelle l'effet d'aubaine. On met une caméra, il y a un effet esthétique d'aubaine. En revanche, la caméra comme un moyen d'enregistrement d'un moment du temps avec une contextualisation sonore et visuelle, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, plus difficile, c'est pas très difficile, mais il faut y penser, quoi. Et puis pour terminer, c'est qu'en fait, cette imagerie aussi, nous sert à nous dans le montage des films, puisque les archéologues font plein de photos. Donc si on n'est pas toujours là au moment où ils font les découvertes, etc. Donc ça produit aussi une imagerie qu'on peut utiliser dans les l'incrustation, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Ok. Peut-être oui, Marion. Ouais, en fait, la question de la photo, elle est là, on va juste la survoler, elle est essentielle. Mais moi, je considère aussi que ça fait partie de mon boulot. C'est-à-dire que les archéologues, on leur demande déjà sur le terrain tellement de choses. Tout le monde est déjà multitâche sur le terrain. Donc en plus, moi souvent je dis pensez qu'à un moment il y a une publication, tournez votre appareil. L'appareil photo sur chantier, c'est en paysage. J'ai attendez, le livre c'est format portrait, quoi, donc à l'italienne. Donc pensez, mais voilà, ça c'est finalement c'est la médiation, pour le coup, que moi, je considère être de mon métier, auprès des auteurs. Et ça passe par le rabâchage, par non, t'as pas la même, mais l'autre format, ou voilà. Donc pour moi, je considère que c'est mon métier parce que les archéologues, déjà, ont énormément de choses à penser sur le terrain. Je te rejoins complètement, mais c'est vrai que, voilà, en tant qu'archéologue, on fait une photo technique qui a pour objectif de documenter ce qui a été fouillé. Et effectivement, on ne sait pas faire d'autres photos. On fait régulièrement des appels à belles photos auprès des collègues, parce qu'on a besoin d'un fond documentaire qui présente globalement. Bon, on rigole assez souvent, quand même. Parce qu'est-ce qu'une belle photo? Et ça va de pair pour moi également, on en a discuté un petit peu, mais justement sur la manière dont les archéologues peuvent aussi présenter. Comme ils font une photo technique, ils ont un discours technique également, et ils ne s'autorisent pas à se mettre en scène et à se laisser une certaine latitude. Ils pourraient faire des belles photos, sans être... Voilà, après, on n'est pas tous photographes, mais s'autoriser un cadrage différent, mais de même qu'ils ne se le permettent pas dans la restitution de leurs données. Régulièrement, je discute avec des collègues j'ai le compte-rendu de ce qui est en train de sortir, et
j'ai envie de leur dire, pauvre gars, ça n'a pas l'air terrible ton chantier. Parce que c'est ultra technique et absolument pas expliquer des corrélations qui peuvent être faites entre les différentes structures et de ce qui est en train de se dessiner. Et du coup, je me dis, ok, là, il y a une structure de réduction, là, il y a 3 TP. Et en fait, quand je rencontre la personne, elle me dit, ah, c'est génial, on est en train de voir que ça pourrait fonctionner avec ça, et ça pourrait fonctionner. Alors, il n'y a que des pourrés, il n'y a que des conditionnels. Et bien évidemment, à la fin, ce ne sera peut-être pas ça. Mais il y a un potentiel. Et l'archéologie, elle sert à ça. Elle sert à créer des hypothèses, à faire avancer les connaissances. Si on en reste aux faits, ça va réduire aussi les choses. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose auquel vous devez aussi, vous, apprendre à trouver, du coup, votre manière de raconter les choses. Mais c'est vrai que, voilà, on aurait envie qu'on apprenne aussi aux archéologues à s'autoriser à imaginer et à raconter, à mettre tous les conditionnels du monde, il n'y a aucun souci là-dessus, et comme tu le dis, ça ne s'enlève jamais, un conditionnel, mais par contre à pouvoir mettre des mots qui vont au-delà des faits pour justement pouvoir être compréhensible du grand public qui n'a pas nos références en tête. On dit voilà, oui, on a une série de trous de poteaux, ok, j'ai compris. Le grand public, non, voilà, non, ça ne fonctionne pas. Donc il y a ces choses-là aussi, je pense qu'il faut... Je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment, et avec toi aussi. Je pense qu'effectivement, on a surtout des photographes scientifiques, avec ou sans guillemets, et on n'a pas de photographes de communication, c'est-à-dire des gens qui mettent en scène, qui racontent une histoire sur la photo. Et parfois, il suffit de mettre une main en train de tenir une truelle, en train de dégager une structure, et déjà la photo raconte une histoire. Alors évidemment, ce n'est pas des photos qui seront ensuite dans le rapport, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demande. Mais on n'a pas de personnel qui ait cette idée de se mettre en scène, eux ou leurs collègues sur le chantier. Et moi, c'est ce dont j'ai besoin en communication. C'est qu'on me raconte une histoire. Oui, mais il y a quand même un problème. Enfin, l'archéologie souffre quand même beaucoup de la scénarisation autour d'elle, qui vient vraiment de la fiction et du cinéma. Tout le monde a Indiana Jones en tête. Et moi, j'ai tellement désappris à ne jamais avoir comme grille de lecture, il faut que ce sujet soit présenté de manière sexy, ou que ce soit tendance, ou qu'il y ait toujours des superlatifs dans chacun de mes paragraphes de script. Au final, vraiment, le grand public est loin d'être bête. Moi, je remarque que dans mes vidéos les plus techniques, c'est celles qui marchent le mieux. C'est-à-dire, on s'autorise tout, c'est-à-dire qu'on leur présente l'OSL, on leur présente l'horloge moléculaire, mais il faut des schémas, il faut des schémas jolis, il faut aussi qu'ils puissent s'identifier, donc je pense qu'aussi ça passe par la personne qui s'adresse à eux, mais tous les sujets sont intéressants pour le grand public. Il n'y a pas un sujet qu'ils vont préférer à d'autres. Et je suis sûre que c'est un challenge de leur parler des trous de poteaux. Et que, enfin, voilà, il y a ça aussi. Je pense aussi que dans la mise en scène, ce qui était peut-être évoqué, c'était l'engouement aussi pour l'aspect métier. C'est-à-dire que la photo qui va mettre en scène l'archéologue, on voit l'archéologue en train de se pencher sur la céramique. C'est vrai aussi cet aspect métier-là et cet engouement. Et ensuite, je trouve que en tout cas moi dans la presse, je pense que ça fonctionne bien dans ce type de médias, c'est la variété aussi des supports. Donc c'est un peu ce que je mettais dans si c'est possible de repasser la diapo s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'ai un peu essayé là avec cette diapo-ci en bas. Pour dire, voilà, sur une page, je vais avoir de la photo, je vais avoir un document d'archives, je vais avoir de la restitution. On n'en a pas reparlé d'ailleurs de la restitution, mais c'était encore un autre sujet de toute façon. On n'aura pas le temps, mais peut-être dans les questions. On a tellement de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, voilà, la variété aussi de l'image permet à chaque fois de s'amuser aussi, et donc d'amuser aussi le lecteur, de le surprendre, de toucher du coup à plein de choses. Voilà, donc voilà, il y a tellement de choses. Peut-être, Stéphane, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. Et après, je pense qu'on va passer à la séance de questions, la séance entre guillemets. Donc, si vous avez des questions dans la salle, préparez-les, parce qu'on arrive vers la fin de nos échanges. Je te laisse. Nous, on a appelé la chaîne Carnet de fouilles, parce qu'on fait référence
à une image un peu nostalgique du carnet de fouilles du 19e, quoi, où il n'y avait pas que les notes sur la fouille, mais il y avait aussi, je sais pas, il a fait beau aujourd'hui, on a mangé tant de trucs, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, dans un carnet de fouilles à Caen, on a pu filmer les anciens carnets de fouilles de l'archéologue qui avait initié les fouilles. Donc il y a ce côté aussi humain. Et on s'attache à faire aussi des portraits, des biographies des fouilleurs, dont le programme est essentiellement évidemment les étudiants et les gens qui les encadrent. Parce que c'est aussi une manière, un récit pas de vie, mais en tous les cas d'une vie d'archéologue. D'ailleurs, ils sont très variés, on voit que les gens sont très différents. Je pense que ça contribue à ce qu'il y ait une sorte d'identification à cette personne. Voilà, et donc les portraits en bas. Voilà, les portraits. Alors ça, c'est des entretiens. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans les entretiens, il y a beaucoup de questions qu'on leur pose qui correspondent aux questions que la FEMAP se pose. Hein. Et puis là, donc récemment, c'est fouiller de corps et d'esprit. Parce que ce qui m'intéresse entre autres, c'est que l'archéologue contemporain a tout un tas d'objets techniques, le théodolite, la 3D, enfin tout un tas d'objets techniques, mais son corps, son propre corps est un appareil enregistreur, c'est-à-dire ses yeux, sa langue, tous les sens, etc. Et j'imagine qu'il rumine, comme disait Nietzsche. Il rumine ses fouilles, peut-être, l'archéologue, quoi. Et moi, ça m'intéresse mais comme ça m'intéresserait le corps d'un boulanger, d'une boulangère. Vous voyez, c'est vraiment filmer le métier. Et donc, évidemment, ça agit sur l'esprit aussi, ou l'esprit agit sur le corps. Enfin bon, bref, c'est un peu ce travail-là. Et puis, pour terminer, c'est que personnellement, moi, le corps précède l'esprit. Moi, je filme et je réfléchis après. Hein. Je ne fais pas des plans sur la comète, donc c'est presque un engagement du corps, une danse, une danse du corps, c'est-à-dire trouver la bonne position. Et ça, en filmant les mariages, c'est comme ça que j'ai appris à filmer. Ça m'a énormément appris à me positionner dans une scène, puisque c'est une scène ritualisée, très importante, il ne faut pas la faire foirer en filmant. Il faut faire attention à ce qu'on fait, et à la fois, il faut capter l'essentiel. Et ça m'a énormément appris. Et en plus, à l'époque, je suis un petit peu âgé, je filmais en tourné-monté. C'est-à-dire, le truc, il était déjà monté, quoi. Donc, c'est vraiment un peu comme un musicien qui fait des gammes, quoi. C'est-à-dire que c'est formateur. Ouais, c'est très formateur. Et donc, c'est ce que je fais sur la fouille. Il ne faut pas marcher n'importe où, faut essayer de trouver le bon moment, il faut observer, voilà, donc il y a une technique de la captation. Et évidemment, quand on ne se pose pas ces questions, pas qu'on soit plus intelligent, hein, mais qu'on arrive pour une production télévisuelle, je le vois bien. Les gens qui font de la télé, ils viennent faire des images de télé, ou autre chose. Hein. Ils sont là, ils sont dans le monde, et ils regardent, ah tiens, ça c'est beau, c'est rouge, c'est vert. Bon, je caricature un peu, mais parce que ils sont pas mobilisés, leur esprit n'est pas mobilisé de la même manière, quoi. Voilà. Très bien, merci. Puisque l'heure avance, voilà, sur un malentendu, je l'aurais placé. On va passer aux questions du public. Peut-être, je ne sais pas combien de questions on peut prendre. Le temps est parti. Au niveau tempo, je ne sais pas, il faudra nous dire. Il y a pas mal de questions. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et puis merci pour tout votre travail sur ce qu'on fait et de diffuser tout ça. Bernard, tu avais une question. Oui, c'est remarque et question. Dans les films sur l'archéologie, il y a une chose qui me fait rire, mais qui m'énerve aussi profondément. C'est le type de film, et nous voyons maintenant l'archéologue rentrer dans la tombe. C'est la première fois depuis 3000 ans que l'homme y rentre. Non, il a le caméraman qui est devant, qui est déjà rentré, donc c'est pas le premier, et si le caméraman est rentré, c'est qu'il a bousillé toutes les traces. Alors c'est prendre un peu pour des neuneux le spectateur dans ce genre de présentation. C'est l'illusion du cinéma. Réponse à cette question directe. Ouais. Moi j'ai une hypothèse sur ce constat récurrent sur chaque documentaire très calibré, on va dire, pour avoir eu une expérience très pénible avec National Geographic, où justement, ils voulaient me faire dire des phrases comme ça. J'ai demandé, je dis, mais qui écrit le script ? Qui est cette personne ?
elle se trouve où, elle fait quoi. J'ai rencontré une de ces personnes. Donc, et en fait, ce sont des gens qui sortent soit de la com, soit d'école de ciné, et qui, dans la même semaine, écrivent un documentaire sur les jardins du Luxembourg, un documentaire sur les femmes préhistoriques, un documentaire sur le camembert en Normandie. Enfin, donc, en fait, il y a un vrai... Le problème principal, c'est un problème d'écriture. C'est à qui on commande les textes, puisque ce sont les textes qui livrent le fond et l'histoire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on ne recrute pas chez des universitaires ou des étudiants des auteurs, des gens qui veulent pas faire de la production, qui veulent pas faire de la rédaction scientifique, mais qui veulent faire du travail de synthèse. On pourrait tout à fait avoir des étudiants qui ont une culture, qui sont des généralistes, qui sont des archéologues généralistes, non pas ultra spécialisés, et qui se dirigent vers des professions de l'écrit et de la rédaction. Et en fait, ça n'existe pas. Les auteurs de documentaires ne viennent pas de l'archéologie. Peut-être une piste pour la commission formation. Après, ce que vous dites, c'est la nécessité c'est surtout pour les gros programmes de télévision et autres. Ils sont d'abord sur un marché international, ils sont concurrents entre eux, et ils utilisent, c'est normal, les recettes de la fiction. Voilà, et ils partent j'imagine qu'ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, quoi. Mais moi, personnellement, jamais fait de film de télévision. Je vous dis honnêtement, ça ne m'intéresse pas, quoi. À part pour prendre le cachet, si j'en avais l'occasion, mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Parce que, déjà, ça part d'un principe, c'est que... je pense, dans la manière de filmer, c'est qu'on ne part pas de l'idée de l'égalité des intelligences. On pense qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres. Donc, j'allais presque dire, regarde comment on filme ton pays, tu verras où en est la démocratie. Moi, j'avais deux petites questions très rapides. Comment on diffuse? Quelle différence? Parce qu'on a commencé un petit peu le sujet tout à l'heure avec Clotilde. Programmé et préventif. C'est-à-dire, quelles sont les contraintes dans les deux? J'imagine que c'est deux mondes complètement différents. Et puis, deuxième question, très, très raccourcie, vous traduirez, vous arrondirez les angles. Public 15-18, 15-19. Parce que quand on est sur les opérations de fouille, quand on organise les JEA, toutes les diffusions de terrain, moi je suis à chaque fois choqué. Alors on travaille avec les scolaires, donc c'est facile avec les instituts, etc. La mairie, on fait venir les scolaires, donc il y a les petits. Après, il y a les journées famille, portes ouvertes, donc ils reviennent avec les parents, mais je vois quasiment pas de 15-18. Et donc, où c'est que parce que c'est aussi pour la formation, là c'est l'appétence pour l'archéologie. C'est les futures licences. Voilà, c'est pour reboucler ce qu'on disait ce matin. Est-ce que vous les voyez? Ou ils sont où? Voilà, donc deux questions. Alors, juste sur les 15-18, effectivement, moi je rejoins le constat, on ne les voit pas sur nos portes ouvertes. Et voilà, on est d'accord, on ne les a pas sur nos chantiers. Par contre, on commence à les avoir, nous, au travers du Pass Culture et des interventions dans les lycées. Donc, ce n'est pas eux qui viennent de leur plein gré, c'est les instituts qui viennent leur coller de l'archéologie sur leurs heures de cours. Mais voilà, on les voit un petit peu par ce biais-là. Mais après, effectivement, non, sinon... C'est bien vu, en tout cas, effectivement, il y a peut-être un nœud autant sur les réseaux sociaux, donc ils sont peut-être sur TikTok, on ne sait pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne sait pas où ils sont, les 15-18. Effectivement, sur les sorties, les visites de chantier, on ne les voit pas non plus trop. Où sont-ils? Dans leur chambre. Alors bon, il y a un groupe en France qui fait très bien de l'archéo pour les jeunes publics avec Archéo Junior, ce genre de choses. Il y a des gens qui font ça bien, ils ne sont pas là autour de la CETA, mais il y en a qui le font. Et puis bon, nous, on va peut-être trouver une collaboration pour en tout cas toucher ce public-là, ce lectorat, par les enseignants, en fait. Donc je pense que là-dessus, il y a des choses à aller chercher en allant... chercher le lectorat des enseignants, qui pour le coup en plus c'est assez facile à toucher parce que dans la presse il y a des outils, il y a des diffuseurs qui ciblent vraiment les enseignants, donc voilà, il y a peut-être des choses qui vont c'est vrai que c'est qui vont se faire de ce côté-là. Et alors la presse, c'est vrai effectivement, et peut-être aussi les associations. Dans les discussions de tout à l'heure, on a parlé des associations, du fait qu'elles avaient un peu disparu ou qu'elles existaient, mais souvent plutôt liées à des fouilles programmées en particulier. Peut-être aussi un nœud là-dessus avec les associations pour toucher à ces 15-18. Peut-être. C'est une parenthèse pour connecter les commissions entre elles. Moi, ce que je peux dire pour les gamins, alors à Régis-Mont-le-Haut, un site aurignacien dans l'Hérault,
fouillé par François Bon et Romain Mansan. J'ai eu la chance de filmer Adèle, qui a 8 ans. Et je lui ai fait un entretien, et c'est absolument superbe, quoi. Ce qu'il raconte, il est là, ouais, Adèle. Et donc il fouille, c'est très intéressant, j'étais étonné par ce qu'il disait. Ouais, maintenant il a 10 ans, je crois. C'est trop drôle aussi, à un moment donné, il dit « Ouais, bon, la maîtresse, elle nous montre des vidéos, des trucs, mais là, tu es sur un vrai chantier de fouilles avec des vrais archéologues. Ouais. » Et c'est drôle, je pense que c'est, encore une fois, le corps qui... Je pense que l'esprit, on peut découvrir l'archéologie dans les livres, mais bon, si on peut faire une expérience sur le terrain, c'est mieux. Et puis, sur ce même site, il y a eu, la même année, il y a eu un jeune Américain qui connaissait que j'ai filmé d'ailleurs, qui vient sur le chantier, et son grand-père, franco-américain, son grand-père est à côté, il l'amène, et donc François Bon lui propose de fouiller quelques... voilà, donc j'ai filmé ça. Et pour terminer, c'est exactement, enfin sur YouTube, c'est exactement comme Clotilde. Concernant les regardeurs, c'est effectivement plutôt des hommes, des gens plus âgés. Pourtant, on a décliné un peu sur TikTok, enfin toute la panoplie des réseaux sociaux. Instagram, c'est un peu plus les jeux. Enfin, là, je sais pas trop, mais Instagram, TikTok, tout ça. Bon, c'est difficile de dire quel public on va cibler, comment toucher les publics. C'est pas simple, quoi. Non, moi, les ados, je sais pas où ils sont. Non, vraiment, je sais que je ne les touche pas. Après, je cherche pas non plus. Je sais que ma manière de parler sur la chaîne ne va pas du tout divertir un adolescent. Et je pense qu'à cet âge-là, ils cherchent du divertissement. Donc, c'est normal. Mais moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'en fait, on les retrouve... c'est des gens qu'on va retrouver après, quand ils ont 20, 21 ans, et ça se passe très bien. Après, je ne sais pas ce qui se passe sur TikTok. J'ai abandonné l'idée. Voilà, c'est trop fatigant. Et juste la petite deuxième question qui était sur le préventif programmé. Ah oui. C'est assez difficile de travailler avec des fouilles programmées, parce que ce sont des équipes qui sont fatiguées, souvent. Non, mais moi, c'est des expériences que j'ai où, en fait, il y a une charge de travail tellement intense que... En préventif, tu veux dire? En préventif, j'ai dit quoi? J'ai dit programmé. Pardon. Non, c'est l'inverse. Je suis fatiguée aussi. Non, en préventif, ouais, c'est assez difficile de braquer une caméra sur eux pendant 48 heures. Mais bon, moi, je lâche pas l'idée, et on a quand même réussi à produire 2 documentaires avec Archéodunum. Mais en fait, il faut, quand ça marche mal, la prise de vue, c'est quand il y a un intermédiaire. Ça se passe bien quand on a pu discuter avec le chef d'opération, les responsables de secteur, qu'on s'appelle, qu'on discute pendant une demi-heure de ce que chacun va faire. Et le contrat, c'est je vous laisse bosser, les archéologues, mais vous me laissez bosser aussi. C'est-à-dire... je ne veux pas que vous me disiez où je dois filmer, comment, quel cadre, voilà. Et là, ça se passe très bien. Donc en fait, c'est une logique de confiance, de carte blanche, de liberté, et après, on se retrouve avec le montage final et on s'accorde. Merci. On va prendre une dernière question. Merci. Je pense que peut-être une piste de réponse pour savoir où sont les plus jeunes, c'est vous avez des concurrents très sérieux, que ce soit sur Internet ou voire même parfois même sur Arte, avec des documentaires complètement débiles sur les Atlantes ou les géants ou les sirènes. Alien Theory et tout ça. Ouais. Voilà, et entre autres, voilà, et même sur Arte quoi, ou France 5, donc parfois ça fout vraiment les boules. Donc comment vous faites pour résister, vous, à l'attention? Parce que tu as dit quelque chose de très intéressant, Clotilde, c'est que ouais, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça divertissant? Donc effectivement, ces trucs-là sont complètement abscons au niveau scientifique, mais bon, c'est rigolo à regarder, parfois même pour s'en moquer. Comment est-ce qu'on fait voilà, en tant qu'archéologue pour réussir à susciter un intérêt au moins aussi fort que l'archéologie dite fantastique, quoi? Bon, on les éclate en une phrase. Et après, on passe à autre chose. Non, mais c'est vraiment une question d'équilibre. Il existe ça. Nous, on l'a fait, je sais pas, pour le peuplement de l'Amérique avec l'hypothèse Clovis. Voilà. En une phrase, on dit que ça ne tient pas, on explique, on met à disposition la documentation, la bibliographie, et ensuite, on explique le travail sérieux, avec humour, avec
parfois un peu de légèreté, parfois, voilà, bon, bah là, accrochez-vous, on part sur l'OSL, mais vous allez comprendre. Bon, pas trop s'y attarder, changer d'écriture, pas jouer ces codes de la musique dramatique parce qu'on rentre sur un chantier archéologique. Pourquoi ? Je sais pas. Enfin voilà, il faut un peu... Dernière, Je crois que c'est lui, ouais, toute l'ultime question. dernière François. remarque, question, et puis on va Ouais, conclure. merci. Moi, j'étais très sensible à ce débat qui finalement rejoint d'une certaine façon ce qui a précédé. C'est-à-dire que finalement, on fait de la pédagogie aussi différemment, à une autre échelle. Mais bon, c'est pas le sens de ma question. Ma question, c'est ce que vous disiez à propos des fouilles spectaculaires. Bon, parfois, on visite un chantier d'un collègue et puis 2 jours plus tard, dans la République des Pyrénées, on a l'impression d'avoir visité Antioche ou les pyramides, parce que bon, alors comment tous autant que vous êtes, vous arrivez à prendre en considération que sur un plan scientifique, finalement, les découvertes les plus banales, sérielles en quelque sorte, sont les plus intéressantes. Et si telle ou telle découverte spectaculaire, là, tu parlais au début du trésor d'Éos, évidemment, ça a apporté à la science, surtout quand ça a été bien étudié, comme vous l'avez fait. Mais voilà, cet enjeu de faire passer cette idée, voilà, les découvertes sériées, banales, sont peut-être parfois les plus intéressantes pour la science et pour la façon dont on peut envisager les sociétés du passé. Créer, c'est résister. Parce qu'on est dans une économie de la captation de l'attention, vous le savez. C'est ça le principal moteur de la production de l'imagerie. Il faut capter l'attention. Netflix, tout, voilà, on est là-dedans, dans l'ère de l'imagerie. Et soit on a tous des contingences économiques, donc soit on rentre dans ce combat de faire d'utiliser ces recettes, quoi, voilà. Mais tout ça va finir parce qu'il y a l'IA. Maintenant, c'est tellement formaté, tout ça, que l'IA va produire un formatage. Et j'ai réécouté, j'avais suivi Gilles Deleuze, à la FEMIS, qui avait fait une intervention. Justement, il disait ça, créer, c'est résister, c'est créer. Donc moi, pour ma part, on essaie de faire ce que l'on pense que l'on doit faire. Et pour en vivre, il y a, selon Bourdieu, 4 capitales: économique, symbolique, relationnel et je ne sais plus le 4e. Bon, l'économique, dans le cas de Carnet de fouilles, c'est que dalle. Le symbolique, il est énorme. Le relationnel, il est énorme. Et le culturel, voilà. Donc, voilà, on résiste et je pense que fait Clotilde, on fait ce qu'on pense devoir faire. Et c'est vrai que, comme elle disait, c'est un désir de notre part. C'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose et ce travail, c'est-à-dire nous en tant que fabricants d'images, et ce travail, il doit se faire en communication avec l'archéologue. Par exemple, avec François Bon, j'ai beaucoup... c'est un ami, mais maintenant, vous voyez, et ça m'a beaucoup apporté, les discussions. Il a le souci de l'archive. Par exemple, on fait des archives filmiques, c'est-à-dire des trucs tout bêtes, où je mets un HF, il est sur ses carrés, et il décrit précisément en début de fouille et en fin de fouille. Bon, ça, on ne l'a jamais diffusé, mais pourtant, c'est un film d'archéologie, ce qui lui permet après de rédiger son rapport, de fixer sa pensée, etc., avec l'espace. Voilà, donc j'ai fait un travail avec un pote musicien qui est venu sur Régismond. Il a joué pendant que les fouilles se déroulaient. J'en ai fait un petit film. Je fais un peu d'expérimental aussi. Et puis récemment, avec le musée Narbovia, toujours avec ce pote musicien, j'ai fait une performance audiovisuelle, une improvisation visuelle avec les artefacts du musée. Donc un peu cette forme aussi... cette forme un peu de création. Et donc voilà, c'est cette manière de résister. Et voilà. Marion, pour le mot de la fin. Alors non, pas pour le mot de la fin, non. Non, mais par contre, on va conclure juste voilà, après. D'accord. Non, mais voilà, pour répondre, en tout cas, sur la presse écrite, c'est les différences de niveau de langage. Par exemple, un article... alors, les articles restent toujours très factuels, finalement. Puis, encore une fois, c'est la parole
des auteurs archéologues. Mais en revanche, on ne s'interdit pas de rajouter des encarts qui permettent effectivement de replacer la découverte parfois dans des thématiques plus larges, et donc qui peuvent aussi passer par une hiérarchisation de l'information, ou en tout cas ça permet aussi de relativiser. Et puis je ne l'ai quand même pas dit, c'est que je travaille aussi avec deux journalistes, des journalistes dont un notamment qui fait des interviews, l'interview du néophyte, qui porte bien son nom. On ne s'interdit pas aussi un petit peu d'humour. Le petit pas de côté, en tout cas c'est la feuille de route qu'il a, le petit pas de côté qui va dire oui, bon, bah, tout ça effectivement c'est que des trous de poteau, ou voilà, ce genre de choses. Il y a aussi les feuilletons aussi qui permettent de varier, voilà, en variant, il me semble qu'on hiérarchise aussi l'information. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, c'était passionnant ces échanges. On va en discuter encore davantage, mais on est contraint au niveau des horaires, donc je crois qu'on arrête là ce matin. Et il y a la pause déjeuner, et on reprendra à 14h pétante. Et je remercie tous les invités. Merci.